On va passer sur une question sur donc les droits humains. Donc les LGBTQI+, sont victimes de comportements discriminatoires, voire violents. Rien qu'entre 2018 et 2019, les actes anti-LGBT ont augmenté de plus de 39% en France. Ou encore, il y a un an, ici à Lille, une jeune femme trans mettait fin à ses jours. Quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place pour défendre les droits de cette communauté ? D'abord, le droit, ce n'est pas une communauté. On commence mal si on parle de communauté, on parle d'individus et de leurs droits individuels. Moi, je suis sur ce sujet, pardon, c'est pas pour vous, je saute sur l'occasion de préciser une idée. Moi, je ne reconnais aucun droit à aucune communauté. Il n'y a qu'une communauté, la communauté légale, c'est la loi, c'est la même pour tout le monde. Alors, il faut qu'elle soit juste. Et en particulier, qu'elle fonde le droit des libertés individuelles. C'est une grosse question qu'on a là sur les bras, parce qu'en ce moment, on vit dans un moment de réaction, d'obscurantisme, et il vaut mieux qu'on prenne des précautions. Au départ, j'avais proposé qu'on mette dans la Constitution le droit à l'avortement. C'est toujours ma position, pour éviter qu'à chaque élection, on recommence la discussion sur le droit à l'avortement. Il y a quelques années, les gens avaient l'air de dire ben, ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Et de plus en plus, ça revient sur le tapis. Et vous avez des pays où ça a été interdit, comme c'est le cas en Pologne ou en Hongrie, et où ils font tout ce qui est possible pour qu'on revienne sur ce droit. Et vous savez comme moi que la question du droit à l'avortement va poser une question qui concerne tout le monde, qu'on soit homme ou femme, et quel que soit le genre auquel on a décidé d'appartenir. C'est est-ce que vous vous appartenez à vous-même, ou bien est-ce que vous appartenez à quelqu'un d'autre. Pour les femmes, c'est est-ce que le corps des femmes leur appartient, à elles en propre, son propre corps, ou bien est-ce que c'est la propriété de son époux, ou de son compagnon, ou de ses enfants, ou de sa famille, ou on peut multiplier les gens qui peuvent avoir des droits à dire « Ah ben ça me concerne quand même de savoir si elle met au monde un gamin ou pas. » Là, c'est un choix, il ne faut pas se cacher la vérité, c'est un choix philosophique. La République, elle ne peut pas enjoindre des comportements. Elle crée des libertés vis-à-vis desquelles vous réagissez par rapport à vos propres valeurs morales, philosophiques ou religieuses. Le droit à l'avortement ne vous oblige pas à avorter. Vous faites ce que vous voulez. Vous le faites ou vous ne le faites pas en fonction de l'évaluation que vous faites vous-même. Bref, si je prends cet exemple, c'est parce que c'est le plus simple à manier, puisque maintenant il est quand même assez largement entré dans les mœurs pour que tout le monde comprenne quelle est la signification concrète de la liberté individuelle et de la possession de soi-même. La possession de soi-même jusqu'au bout, intellectuellement, physiquement, etc., c'est l'émancipation. Vous connaissez peut-être le sens du mot. Mancipium, c'est l'autorité du père sur ses enfants et sur son épouse dans le droit romain. C'est un droit de vie et de mort. D'accord ? Donc l'émancipation, c'est sortir de l'autorité de l'autre et être son propre maître. L'humanisme européen, qui naît au XVIe siècle, au XVe siècle, établit cette idée nouvelle, à savoir que les êtres humains sont auteurs de leur propre histoire. Vous, ça vous paraît banal, mais il faut bien se rendre compte que ça ne paraît pas si banal que ça. Notamment, à l'époque, on pensait que le rôle de chaque être humain était d'expier le péché originel et d'accomplir son salut. Donc non seulement on était héritier d'une tare, mais en plus, il fallait avoir une activité qui vous libère et vous amène... vous connaissez tout ça. Donc c'est à partir de ces deux idées qui sont des idées philosophiques. La liberté, et chacun est maître des normes qui lui permettent de l'exercer, et l'être humain comme créateur de sa propre histoire, ce sont deux options philosophiques. Ce n'est pas une évidence. Enfin, je ne sais plus où vous en êtes, alors, parce que d'une génération à l'autre, ça change, mais dans la mienne, on passait son temps à expliquer ça, pour expliquer pourquoi le droit à l'avortement devait être appliqué, pourquoi le droit à la contraception. À ce premier cas de liberté individuelle, dès 2012, dans le programme L'Humain d'abord, on avait rajouté le droit de mourir dans la dignité. C'est-à-dire, on met dans la Constitution le fait que je suis maître de moi jusqu'au point que c'est moi qui décide quand j'éteins la lumière. Alors ça,
c'est pareil, hein. Qui disent « Oh là 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 là, où vous allez, monsieur Mélenchon, avec ça, il y aura des excès, il y aura des abus, bien sûr, parce que dans l'autre cas, il n'y en a pas, bien sûr que si. » Mais peu importe, c'est une discussion qui est noble et digne, et j'aime mieux vous dire qu'elle ne coupe pas en deux, droite et gauche, hein. Ça passe à travers toutes les familles idéologiques. Vous avez, les croyants ne croient ne sont pas d'accord avec l'avortement, ce qui est leur droit. J'insiste. Se battre pour le droit à l'avortement ne veut pas dire qu'on se bat pour l'avortement. On ne s'est jamais battu pour l'avortement. On s'est battu pour le droit d'avorter. De la même manière, le droit d'éteindre la lumière ne signifie pas qu'on dit « Ah, il faut éteindre la lumière quand tu nous encombres. Hein » Donc, la parole du croyant, de ceux qui ont la foi, de ceux qui veulent respecter une loi divine, elle est absolument intacte. Elle ressort intacte de ce que nous faisons nous. Nous n'interdisons ni n'obligeons rien. Nous créons une liberté. La logique fondamentale du républicanisme, comme des gens comme moi le comprennent, c'est la liberté individuelle. Alors, une fois qu'on a posé ça sur les deux cas, quand on arrive au droit d'éteindre la lumière, je sens qu'en général, les gens disent c'est un peu plus compliqué. D'accord. Après, il y a la question de la liberté du genre. Choisir qui on est. Alors ça choque. Il faut que vous l'admettiez, parce que vous êtes dans une génération où ça choque beaucoup moins. On peut en parler assez librement, mais il ne faut pas que vous croyiez que c'est comme ça partout. Ce n'est pas vrai. Ça paraît une idée complètement folle à des tas de gens. Comment? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? On va choisir si on est un homme ou une femme, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où tu vas? Où est-ce que tu as trouvé ça? Mais qui a encore inventé ça? Et ainsi de suite. Sans savoir que c'est d'ores et déjà ce qui se passe. D'ores et déjà, en France, vous pouvez changer de genre. Ça ne veut pas dire changer de corps, hein. Vous m'entendez? Ça ne veut pas dire changer de corps. Donc vous pouvez changer de genre. Alors c'est toute une procédure. Il y a 2 pays, au moins à ma connaissance, qui ont intégré la liberté du genre. C'est-à-dire vous avez le droit de choisir et de décider. Et c'est une simple déclaration administrative. L'Argentine, ce qui est un peu surprenant, compte tenu du fait que le pape en vient, bon apparemment ils ne sont pas tous du même avis, les Argentins, et puis les Uruguayens. Les Uruguayens, ça me paraît assez traditionnel, ils ont toujours été extrêmement en avance. Ils s'étaient beaucoup inspirés du droit révolutionnaire français, ils ont créé le divorce avant la France, ils ont créé des tas de choses comme ça, bien avant nous qui nous croyons si malins. Donc la liberté du genre, je suis pour qu'elle soit, elle aussi, dans la Constitution. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Je ne suis pas en train de vous dire vous allez faire ci ou ça. Je dis juste, si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité des apparences et de votre corps. Et la société, la seule chose qu'elle peut espérer, c'est que vous soyez bien dans votre peau, dans votre rôle, dans votre genre, celui que vous aurez décidé. Ça ne concerne pas des milliers de gens, il n'y a pas des centaines de milliers de gens qui sont torturés par cette question. Mais ceux qui le sont, ils souffrent. Et ils souffrent beaucoup. Une souffrance qui a une origine purement administrative, qu'on peut régler assez facilement. Je le redis, en ce moment, vous avez déjà le droit. Mais si vous avez un droit dans la Constitution, la liberté individuelle que ça représente sera garantie. En ce qui concerne maintenant les violences, il faut qu'on comprenne bien de quoi on parle. D'abord, il est heureux qu'elles sont plus dénoncées qu'auparavant. Parce qu'auparavant, la victime avait honte. Et souvent, les victimes sont tellement mal accueillies que l'accueil est en lui-même une épreuve. Ce qui se sait pour tous ceux qui ont eu affaire à des questions de violence conjugale ou même de viol. Alors là, il y a plusieurs tableaux. Un, je l'ai dit, il faut que la loi garantisse. 2, il faut que ceux qui sont les agents de la loi, eux-mêmes soient clean, quoi. Dans la situation qui a eu lieu à Nantes, c'était quand même un peu un problème que la femme qui a été se plaindre s'est trouvée en face d'un policier qui lui-même avait eu un problème sur le sujet. Bon, donc il y a une préparation. Il faut bien se dire que rien de tout ça n'est évident. Même si ça vous choque, entendez-le. Ce n'est pas évident. Tout le monde n'est pas prêt à entendre, à supporter certaines idées, certaines choses. Donc c'est à nous de préparer le terrain. Évidemment, la répression doit être là. Mais il faut d'abord préparer le terrain, c'est ceux qui accueillent. Parce que si ceux qui accueillent vous envoient balader, vous n'écoutent pas, ou pensent que vous êtes
un comédien, bon, ça ne va pas le faire. Et après, il y a la question de l'école. Et là, c'est à l'école qu'on a les situations les plus brutales, paraît-il. Moi, je ne me sens pas assez compétent pour en traiter d'une manière générale. Accepte-le, ça aussi, parce qu'on a le droit de dire qu'on ne sait pas tout. Hein. Mais à l'école, c'est au moins un terrain où on peut arriver à maîtriser la situation. Mais pour ça aussi, il faut se dire qu'il faut qu'il y ait des progrès qui soient faits dans le maniement pédagogique de ces questions. Parce que ce n'est pas évident pour un prof qui n'est pas préparé à ça de manier ce type de situation, de conflit, sur ce type de sujet, à un âge où c'est très violent. Ceux qui croient que les cours de récréation sont des lieux de petit bonheur simple, alors là, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule, ils n'en ont pas vu une depuis longtemps. Hein. Parce qu'on sait bien que les enfants sont durs, et les adolescents, encore pire, parce que c'est le moment de l'affirmation genrée. Et spécialement chez les garçons. Parce que c'est eux qui semblent avoir le plus de doutes sur eux-mêmes, et c'est une constante. Hein. C'est pas pour rien qu'on éduquait les garçons autrefois, comme ce fut mon cas, avec des règles qui étaient pas drôles, quoi. Parce que vous savez, l'aliénation de genre masculin, c'est pas non plus très sympa. Hein. Tu pleures, c'est pas pourquoi, bim, une gifle, maintenant tu sais pourquoi tu pleures, et ainsi de suite. Mais venant de braves gens, hein, de gens aimants, et qui pensaient que c'était bien parce que mon fils, bah, t'es un homme, t'es pas une femme, tu pleures pas. Bon. Et donc t'as pas de sentiments, tu les exprimes pas, et t'es pas sensible, et blablabli, et blablabla. Donc il y a toute une construction autour du genre masculin qui est une construction violente, qui est une construction en rupture avec des élans assez spontanés de la construction d'une personnalité humaine. Et donc, les violents sont les garçons. Il ne faut pas tourner autour du pot. Moi, on me saoulait quand j'étais ministre avec les violences en classe. J'ai dit, oh, ben, très bien. Alors, il y avait toutes sortes de théories sociologiques et tout. D'accord. Moi, je disais une chose, écoutez, c'est pas difficile. Vous prenez la courbe de l'âge et vous la recoupez avec le genre. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un garçon dans une classe qui est en retard et qui est donc un adulte ou qui se sent comme un adulte au milieu d'autres qu'il considère comme des enfants. Par conséquent, sa conflictualité, il ne va pas la régler avec les autres, il va la régler avec le prof, parce que c'est à lui qui veut se confronter. Et donc, on avait des scènes de violence qui paraissaient incompréhensibles, mais qui sont, me semble-t-il, plus simples à comprendre si on parle de tout ça. Donc, la première des choses que nous avons à faire à l'école, c'est aider d'abord les profs à savoir quoi faire, parce que ce n'est pas évident, et deuxièmement, c'est toutes les techniques qui vont nous permettre de déconstruire le faux genre masculin. Alors j'entends déjà hurler ceux qui ont fait la dernière une du Figaro, qui est une honte, qui dit qu'on bourre le crâne des jeunes à l'école, alors comme ce sont des ignorants, hein, alors ils disent la déconstruction, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien lu, ils ne savent pas que ça existe depuis Derrida, qu'on travaille là-dessus. De même, les études de genre, ça s'appelle aux États-Unis, ça s'appelait les French Studies, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on travaille là-dessus. Et ce n'est pas une ligne politique, c'est un travail de sociologue, c'est un travail d'anthropologue, c'est un travail de psychologue. Donc aller voir là-dedans des islamo-gauchistes, tout ça est absurde, et le fait d'ignorants grossiers qui nous dirigent, quand vous voyez que la ministre de l'Enseignement supérieur prétendait faire la chasse aux islamo-gauchistes en demandant aux gens du CNRS de s'en occuper, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus bête de la part de quelqu'un qui en plus a été président d'une université? Tout ça défie le bon sens. Les études de genre ont toujours existé, il n'y a pas de théorie du genre, il y a des études sur le genre et sa construction et sa déconstruction. De la même manière, il n'y a jamais eu, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, on voulait, intersectionnel, alors ça c'était l'horreur, comme personne ne comprend rien, intersectionnel, bon il y a peut-être sec dedans, un truc cochon, je ne sais pas quoi. Non, ça veut dire comment les choses, les discriminations s'empilent les unes sur les autres. Voilà, on étudie ça, comment ça marche, comment ça fonctionne. Heureusement qu'on le fait, parce que ça rend plus intelligent pour savoir comment opérer et comment travailler à rectifier ce qui doit l'être. Donc, bon, au passage, j'en profite pour faire un peu de publicité pour les études de sociologie et les sciences humaines. Les sciences humaines sont aussi importantes que les sciences soi-disant dures. Hein. Les sciences humaines nous permettent de comprendre la société, d'intervenir sur elle. Voilà pourquoi, à propos de ces violences-là, je crois vous avoir répondu. Je voulais juste vous dire que c'est plus compliqué que de dire « il n'y a qu'à Faucon ». Si on veut que les profs puissent faire le boulot, il faut déjà qu'on leur dise par quel bout on empoigne l'affaire.